Merci de nous rester fidèles sur New World Économie, à l'heure consacrée à la jeunesse. Innovation juridique et défis contemporains, financement et enjeux environnementaux, tant de sujets qui interpellent la jeunesse du monde juridique. Et pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Eran Kossi Eric, il est directeur de Kassi Togo, secrétaire général ATPD, également mentor chez Tony Elumelu Fondation. Un grand plaisir pour nous de vous recevoir donc sur ce plateau, Monsieur Kossi Eric Eran, dans le cadre d'une émission spéciale consacrée au monde juridique. Comment vous allez? Alors, bonjour Coco, voilà. Et je vais très bien. Et d'abord, c'est un plaisir d'être aujourd'hui présent et pour parler du droit en fait et dans cette émission. Parfait. Alors, cette émission se fera également avec l'infatigable Hervé Aoui, étalon juriste, président du comité d'organisation de la nuit du droit. Mon président, bonjour et un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui pour continuer par parler de ce que tu sais faire le mieux, parler du droit. Ça va? Ça va, Coco. Tu sais, c'est toujours un plaisir. Je pense que nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là et de parler de, comme tu viens de le dire, ce que je sais faire le mieux, le droit. Alors Hervé, je vais d'abord rester avec toi. Quand on parle du droit, alors la jeunesse, c'est vraiment, l'empreinte de la jeunesse d'abord, c'est l'innovation. Et quand on parle de l'innovation juridique et à côté on parle des défis contemporains, à quoi veut-on vraiment faire allusion? Il s'agit de quoi? Alors, en français facile pour nos téléspectateurs. Non, je suis de ceux qui prônent la désacralisation de l'information juridique. Et donc, je veux aller dans un français facile comme tu le souhaites. Alors, innovation juridique, tu sais, le monde est en perpétuelle évolution. Et comme on le dit aujourd'hui, il n'y a plus un droit, mais il y a des droits. Et au fur et à mesure que le monde évolue et que les mentalités changent, il y a de nouveaux problèmes dans ce monde actuel. Le droit aussi se doit de s'adapter en fonction des évolutions. Et parmi ces sujets émergents, il y a les sujets relatifs au développement durable. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'un des principaux défis, c'est comment garder un environnement sain, un monde durable pour les générations à venir. Et donc, on s'est saisi de cette question. Il y a bien sûr beaucoup de sujets, le droit du numérique, intelligence artificielle, etc. Tant de sujets nouveaux, mais plus précisément dans notre contexte, on se tourne vers les défis contemporains, dont le développement durable et les enjeux environnementaux, pour montrer que c'est aussi un sujet où le droit a toute sa place. On verra tout de suite comment le droit s'intègre dans cette nouvelle thématique. Je dirais pas nouvelle, mais dans cette thématique qui amène les juristes à réfléchir à propos des solutions nouvelles. Comme on le sait tous, le droit est une matière transversale. Voilà. Alors, Monsieur Eric, je crois que la question du financement, ça revient dans tous les domaines, sur tous les plans, et ça intéresse énormément à la jeunesse de notre pays, et je réalise en réalité que ça revient aussi dans le monde juridique. Alors, pour vous qui êtes des juristes, vous intéressez également à la question donc de financement. Dites-moi un peu sur ce plateau. Alors, la question de financement a toujours intéressé le droit. Toujours, hein? Oui, a toujours intéressé le droit. Étant donné que le droit me met au carrefour de tout, et on dit là où il y a société, là où il y a une société, il y a le droit. Donc, c'est-à-dire que le droit s'invite dans tout, en fait, dans tout ce qui est activité et dans tout ce qui est action que l'individu doit poser. Donc, la question du financement, elle se décuple, elle se décuple, le financement en général. Et dans les propos d'Hervé, il a parlé de financement durable.
Et aujourd'hui, c'est une question nouvelle, donc qui fait partie des innovations juridiques. La question du financement est durable, qui a été tout récemment même traitée par notre pays, et où un cadre a été réservé à la question. Je pense que nous allons revenir un peu plus tard en fait sur la question là. Donc aujourd'hui, nous allons en fait essayer de mettre en fait une lumière sur cette question de financement durable là. Je pense que c'est ce qui nous réunit ici. Donc naturellement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une question qui intéresse le droit et notamment les juristes. Alors on parle des enjeux environnementaux, Hervé. Il y en a tellement aujourd'hui, mais il serait intéressant donc sur ce plateau d'en parler un tout petit peu. Exactement. Il y a beaucoup d'enjeux environnementaux. Je vais partir de ce qui peut contribuer au développement d'un pays. Alors, quand nous sommes dans un pays et on fait le country branding, on prône l'attractivité du pays en termes d'investissement, à un moment donné, on se pose la question, bon, c'est vrai, les investisseurs peuvent arriver et comment on gère leur production, au fond la production, au fond sur l'impact de leur production. Si nous prenons par exemple une usine de transformation du soja, par exemple, comment cette usine gère les déchets et tout ce qui va avec. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est usine, il y a la pollution de l'air, il y a aussi la gestion des déchets, etc. Et donc ça rentre, je fais le lien avec les enjeux environnementaux parce que une fois que ces usines produisent, il y a l'émission de gaz à effet de serre et du coup on devient pollueur. Et en matière de pollution de l'environnement, il y a un principe qui est le principe de pollueur-payeur, qui veut dire lorsque tu pollues, tu payes. Mais on est dans un état, tu payes auprès de qui? Et donc, le juriste, c'est celui-là qui vient créer le cadre, la réglementation pour dire, eh bien, monsieur l'investisseur, vous investissez dans ce domaine, ok, d'accord, mais il y a cette réglementation que vous devez respecter pour vous-même garantir votre investissement, sinon le pays peut vous sanctionner pour des manquements graves vis-à-vis de la protection de l'environnement. Et ça, ce sont des engagements au plan national. Et maintenant, quand nous sortons du cadre national, il y a le niveau international. Le pays fait partie de plusieurs traités relatifs à la protection de l'environnement. Et on a ces obligations-là qui obligent l'État, vis-à-vis de ces engagements internationaux, d'assurer une certaine garantie, une certaine protection conformément aux standards internationaux. Et donc, au Togo, je pense que nous avons le ministère en charge de l'environnement et de la protection des ressources forestières qui détient beaucoup de projets en la matière et généralement on voit pas, puisqu'on ne s'intéresse pas trop à ces questions, on voit pas ce que le ministère fait, mais au fond le ministère fait un gros travail et le Togo est apprécié sur la scène internationale par rapport à ses efforts, par rapport à ses prouesses sur la question. Alors pour attaquer le fond donc du sujet du jour, il est très important de continuer par faire de la pédagogie sur ce plateau naturellement pour nos jeunes qui viennent d'avoir le bac et qui se sont inscrits à l'université et notamment qui ont choisi de faire le droit. Et si nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir les aînés sur ce plateau, pourquoi ne pas donc en profiter pour leur donner quelques éléments d'information. Alors je réalise au travers de l'intervention donc de Hervé que le droit est au centre de tout, parce que quand on parle de financement, on parle de l'environnement. À un moment donné, j'ai commencé vraiment par me perdre. Je me dis, quand on parle du droit, tout le monde ça tend naturellement peut-être ce qui est dans notre tête. On voit déjà, je ne sais pas, la justice, on voit déjà, je ne sais pas. Mais là, je m'en rends compte que véritablement, le droit est au centre de tout. C'est bien ça? Naturellement, je l'ai si bien dit. Parce qu'il y a un adage en fait en droit qui dit ubi societas, ubi ius. C'est-à-dire là où il y a une société, il y a le droit. Forcément. Et je vais faire un petit parallèle. Et Robinson Crusoe, seul sur son île, n'avait pas besoin de règles juridiques, mais sa rencontre avec Vendredi a tout changé. C'est-à-dire que
deux personnes déjà qui s'assemblent à un lieu ont besoin des règles en fait qui vont essayer de délimiter, essayer de situer les responsabilités et de créer en fait un cadre dans lequel tout le monde aura à agir, mais dans la limite ou bien dans le respect en fait de l'autre, de son second. Donc ce qui veut dire naturellement que le droit, comme je le dis, est au carrefour de tout. Dans toutes les matières, que ce soit, je dis du n'importe quoi, médecine, le droit s'invite partout. S'invite. Oui. Partout. Partout. Alors Hervé, je reviens vraiment sur cette question parce que on a des fois l'impression que pour nos jeunes qui arrivent, on est peut-être limité par rapport à la perception qu'on a du droit. Ouais. Mais est-ce que pour nous qui on va pas dire des naïfs, mais qui n'avions pas une grande perception de la question du droit, j'ai bien envie à ce qu'on puisse aller beaucoup plus facilement pour nos téléspectateurs. Quand on parle du droit des affaires, il y en a tellement combien qu'on peut peut-être citer sur ce plateau. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que ce serait vraiment utile pour nos frères, nos sœurs et nos parents qui nous suivent dans cette émission. Aujourd'hui, je pense que la question est très bienvenue parce que au fond, nous aussi, on essaie de faire un travail de non pas de pédagogie, mais de renseignement, d'information. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matières en droit qui ne sont pas connues, sont peu connues. Et quand aujourd'hui, vous voyez un jeune directement qui a eu son bac, qui veut aller faire le droit, on demande droit public ou droit privé. Mais dans cette dichotomie, dans cette deux phases de choix entre le droit privé et le droit public, il y a des matières spécifiques qui aujourd'hui sont au cœur même de l'évolution du monde. Et quand on prend par exemple le droit de la conformité par exemple, et souvent pas que la formation de juriste, mais le juriste est mieux adapté à faire cette fonction parce que c'est la lecture de la réglementation et qui est de mieux pour lire la réglementation, je pense que c'est le juriste. Et au-delà de ça, il y a d'autres sujets émergents. Il y a le droit des nouvelles technologies, il y a le droit de la responsabilité sociétale des entreprises, il y a le droit du financement, il y a le droit du numérique, il y a beaucoup de droits. Il y a beaucoup de droits, et le droit maritime, le droit économique, le droit international, et qui encore au fond a des spécificités. Et donc aujourd'hui, l'appel c'est que il faut que chaque jeune aille chercher, aille fouiller le contenu d'une formation juridique. Parce que quand on se dit bon, tout de suite on finit sa formation, on devient juriste publiciste, bon, c'est bon juriste publiciste, juriste privatiste, c'est bon d'être juriste privatiste, mais au fond, quelle est ta spécialisation? Alors, est-ce que c'est déjà important peut-être en première année d'avoir une perception sur ce qu'on veut exactement de façon plus spécifique faire exactement après peut-être les 4 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, c'est bien ça? Exactement. Et d'ailleurs je pense que l'université de Lomé le fait bien, et je pense beaucoup de facultés d'ailleurs. Quand vous arrivez en première année, c'est vrai, on vous demande est-ce que vous voulez faire un parcours de publiciste ou privatiste, mais les matières que vous étudiez vous amènent aussi à découvrir ce que c'est. Par exemple, si vous faites le choix du parcours droit public, il arrive que qu'on vous mette des yeux sur le droit des obligations par exemple, qui a priori est une formation, bien est une matière qui a plus trait au droit privé. Et donc ça permet à l'étudiant curieux d'ailleurs de voir les métiers derrière cette formation. Et donc par exemple, tu peux faire le choix du droit des contrats. Tu dis bon, je me spécialise en droit des contrats, je me spécialise en droit des sociétés, je me spécialise en droit des entreprises en difficulté, etc. Donc c'est plus une démarche de je cherche qu'est-ce qu'il y a derrière une formation juridique. Et déjà dès la première année, il faut vraiment faire cette démarche là. Alors Monsieur Hon, quel est le plus grand défi auquel les jeunes sont confrontés
tout de suite quand ils arrivent dans ce département de droit et qui veulent dans leur tête, je veux devenir juriste, je veux devenir avocat. Je pense que c'est ça qui fait sourire quand on arrive peut-être en première année, on voit les gens en toge et c'est ce qui nous fascine. Mais pour toi, principalement, quel est le plus grand défi auquel les jeunes sont confrontés une fois arrivés à l'université? Alors, je vais parler en tant que... Bon, je vais parler un peu de mon expérience. Parce que moi, une fois arrivé à la fac, je ne suis vraiment pas attiré par la profession d'avocat et tout ça. Et huissier, et être juge, non. Et d'ailleurs, lors de mon inscription, il y a Madame Anani, je me rappelle très bien, qui a demandé en fait qu'on m'appelle parce que elle m'a dit en fait c'était la seule personne qui a choisi de faire la recherche qui doit aboutir à l'enseignement, devenir enseignant à la faculté. Donc, en fait, généralement, c'est ce qu'on a en tête en arrivant à la fac. Mais aujourd'hui, en fait, le droit est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de matières d'ouverture qui se créent. De sorte que, en fait, les métiers classiques ne sont plus vraiment, en fait, le centre. Aujourd'hui, la question de la conformité. À la base, la conformité était plus bancaire. C'était axé uniquement sur les banques. Mais aujourd'hui, la question est tellement c'est universalisé de sorte que la conformité aujourd'hui s'invite en fait dans tout ce qui est société, entreprise. Je vais parler des télécommunications par exemple, où la conformité est naturelle là-bas, même dans les cabinets d'avocats, où la conformité aussi s'invite. Oui. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, ce sont ces informations-là, en fait, qu'on va essayer maintenant d'apporter, parce que outre en fait le métier d'avocat, le métier d'huissier, il y a le numérique aujourd'hui qui bat son plein. Aujourd'hui, le numérique est au cœur de toutes les activités. Et il y a le droit du numérique, le droit des nouvelles technologies. Vous voyez qu'aujourd'hui, comme je le dis, faire le droit ne donne pas en fait matière à chômer. Parce que naturellement, si vous visez bien, vous verrez en fait qu'il y a toujours en fait un axe que vous pouvez attaquer et qui va naturellement vous desservir pour un emploi un peu plus tard. Pour un emploi plus tard, oui, c'est vrai que le droit offre plusieurs opportunités et faire le droit, peut-être on pourra dire garantie quand même du travail, sinon de l'emploi plus tard, mais avec le prix à payer derrière. Et je ne veux pas entrer peut-être dans ce détail parce que les amis qui sont sur ce plateau en savent quelque chose et ça leur fait sourire déjà. Alors Hervé, on revient véritablement sur cette question de la nuit du droit. Un événement qu'on a vu naître comme de la blague qui aujourd'hui se positionne dans le monde juridique comme non seulement un événement mais un creuset au travers duquel beaucoup de jeunes viennent partager et essayent quand même de partager entre eux leurs connaissances, leur savoir-faire. Et ce qui est extraordinaire dans ce programme, c'est que ce programme intéresse également les aînés, pas les moindres, qui ne trouvent aucune difficulté à s'entremêler avec les jeunes pour échanger, partager de leur expérience et réfléchir sur la question du droit ensemble. D'où est née cette initiative et qu'est-ce qui a poussé à sa matérialisation? Alors, merci en tout cas pour ce bel hommage rendu à la nuit du droit et c'est en toute fierté que je réponds à cette question. Alors, la nuit du droit, il faut d'abord dire que la nuit du droit, c'est pas un concept nouveau parce que sous d'autres cieux, le droit est aussi célébré et sous le même nom. Alors, l'idée, d'où vient l'idée? Personnellement, j'ai eu à participer à la nuit du droit en France, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer quand même des personnes que je ne pourrais jamais rencontrer dans les métros, dans les rues ou dans les transports parisiens. Et je me suis dit, eh bien, nous avons aussi besoin d'un événement pareil.
voyez-vous, on parle tout de suite de formation, d'emploi, etc. Et il n'est pas sans savoir que c'est vraiment une difficulté. Et pour nous, l'idée d'apporter la nuit du droit au Togo, c'est pour non seulement offrir un cadre d'échange et de réseautage, mais également permettre à ce que nos jeunes qui sont en formation puissent entrer au contact des professionnels du droit qui façonnent la vie juridique au Togo. Que ce soit huissier, notaire, magistrat, avocat ou que ce soit directeur juridique, c'est le lieu pour tous ces acteurs-là de venir se prononcer sur des questions qui foncièrement les intéressent. L'année dernière, je me rappelle, le 18 novembre 2023, autour de la thématique la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques, on a eu des panels vraiment de haut niveau, 4 panels au total, avec un fort engouement, justifié d'ailleurs par un discours prononcé par Maître Alexis Kofi Akereburu, qui était le parrain. Exactement, qui a parrainé l'événement. Et je profite de l'occasion pour le dire encore une fois merci, parce que c'est une marque de confiance qui a en tout cas honoré toute l'équipe et toutes les personnes qui étaient présentes. Et donc, c'est pour dire l'intérêt de la chose. Je pense que conscience a été prise. Que c'est vrai, il y a des événements au Togo, mais lorsqu'on arrive à associer un peu une soirée après un dîner de gala avec des échanges, je pense que ça fait quand même particulier. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de juristes suivent le mouvement et c'est avec joie qu'on peut affirmer que bon, aujourd'hui, la nuit du droit est une chose, est un événement pour nous tous et nous devons ensemble porter main forte pour que ça puisse être perpétué. Alors, Eric, comment expliques-tu l'engouement que cela a créé auprès des jeunes qui vraiment se sont non seulement auprès des jeunes, mais auprès également des aînés qui se sont vraiment développés, qui se sont vraiment déplacés pour participer à cet événement. La question m'intéresse vraiment parce que j'ai suivi de près tout l'événement, j'ai vu l'impact que cela a eu non seulement sur la société togolaise, mais au-delà de nos frontières. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on en parle sur le plateau. Comment tu expliques l'engouement que cela a créé auprès donc des jeunes, notamment des jeunes juristes, hein? Alors déjà, comme Hervé a su le dire, en fait, la nuit du droit se veut être un événement fédérateur en fait de la famille des juristes. Donc je pense que c'est le socle de tout ce qui a été, bon, et pour être modeste, de tout ce qui a été succès autour de la question. Je pense que l'engouement est né du fait que c'était en fait un événement qui rassemble les juristes de tout bord. Et là, bon, entre parenthèses, c'était une première parce que, vous savez, chaque corporation essaie de faire un événement qui réunit les juristes en fait ou bien les concernés de la corporation. Je peux parler par exemple de l'ordre des avocats qui fait des événements pour les avocats. Il y a la chambre des huissiers, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la nuit du droit se veut être un événement qui va fédérer en fait toutes ces catégories-là, ou bien toutes ces corporations, autour maintenant d'une seule table pour discuter. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est juriste d'entreprise, tout le monde, les étudiants aussi, trouvent en fait leur place dans cet événement-là. Je pense qu'en fait c'est ce qui a le plus en fait attiré les gens. Et non seulement ça, et c'est le format également qui était non seulement un cadre d'échange, mais aussi un cadre décontracté et avec une soirée de gala et un résultat en fait qui était servi à la clé. Super. Je pense que quand on en parle sur ce plateau, peut-être pour les téléspectateurs, ils n'en comprendront pas réellement, mais l'image et les vidéos, nous en parlerons beaucoup plus dans cette émission. On va suivre l'élément et on revient pour continuer les échanges sur ce plateau. On fait un retour sur la toute première édition de cet événement qui a marqué tant de personnes, que ce soit au pays ou à l'extérieur. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous accueille à la Nuit du droit, un événement de prestige dédié cette année à explorer le thème essentiel de la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques.
Mais pour moi, c'est le jour du droit parce que le jour se lève pour le droit. Parce que le jour se lève à travers les jeunes, parce qu'ils sont notre espérance. Au regard de tous les combats, parce qu'il est bien placé, le petit peuple, pour comprendre que sans justice, sans liberté, la société ne tient pas. Nous avons pensé à la nuit du droit parce que aujourd'hui, le droit est tellement capital et le droit suit une évolution. Et la nuit du droit est un événement qui se veut rassembleur pour permettre à ce que les acteurs qui façonnent la vie juridique au Togo trouvent l'occasion de partager les réalités qu'ils vivent au quotidien et aussi donner l'opportunité aux étudiants, aux amoureux du droit de pouvoir rencontrer ces acteurs-là qui ne cessent de façonner la vie juridique au Togo. Je suis très heureux d'avoir participé à cette première édition de la Nuit du droit. Cette initiative qui émane de la jeunesse juriste togolaise est une initiative qui démontre vraiment le dynamisme de cette jeunesse et la volonté de la jeunesse de participer au développement économique et social de ce pays. Donc cette première édition, je pense que c'est une édition satisfaisante qui a permis aux uns aux autres, ceux qui ne connaissaient pas le droit, de s'en imprégner. Ceux qui le connaissaient, je pense, n'ont pas été déçus non plus. À la jeunesse togolaise et à la jeunesse africaine, je leur donne rendez-vous pour la deuxième édition qui sera en 2024. Merci. On revient donc sur ce plateau et encore une fois, félicitations Hervé, de toutes les façons, on regarde naturellement si cette forte personnalité, aujourd'hui, parmi elles, on a des ministres aujourd'hui de notre pays qui ont honoré de leur présence lors de cet événement. Alors Hervé, la question qui me vient tout de suite à cœur et que j'aimerais te poser sur ce plateau, quelle innovation juridique sera mise en avant lors de cette seconde édition qui s'annonce? Alors, innovation juridique. D'abord, il faut savoir que actuellement, beaucoup de pays de la sous-région traversent une crise énergétique. Une crise énergétique au-delà des enjeux environnementaux que j'avais tout de suite évoqués. Alors, quand il y a une crise énergétique et surtout que actuellement on sait que l'énergie c'est aussi un levier d'industrialisation d'un pays qui peut rapporter de la ressource à un pays, on se pose des questions. Alors, le droit intervient. Quelle innovation juridique faisant un lien avec le droit? Il faut parler des innovations en matière de réglementation. Aujourd'hui, comment les autorités de régulation du secteur de l'électricité arrivent à dire que il faut telle quantité d'énergie pour peut-être un investisseur qui arrive au Togo? Comment est-ce que l'autorité peut se saisir d'une question pour dire sur cet aspect, le fournisseur n'a pas respecté ses engagements, il faut sanctionner, etc., etc. Alors, les innovations seront plus en matière de réglementation, mais aussi réglementation au Togo, mais aussi dans la sous-région. Il y a le Sénégal avec la nomination d'un très jeune directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, monsieur Jean-Michel Téné, j'ai pas écorché le nom, qui a su renégocier des contrats de fourniture d'électricité. Et au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal. Wow. Et pour nous, l'idée c'est de se dire comment ils sont arrivés à cela, comment est-ce que les pays font face à cette crise et quelles sont les innovations prises par ces autorités. Mais aussi, il faut se dire des réalités. Il y a aussi le gouvernement qui, conformément à la feuille de route gouvernementale 2025, qui a des objectifs aussi soutenus par la Banque mondiale, qui a des objectifs d'atteinte à une certaine
certaine autosuffisance énergétique. Et donc, comment est-ce que le cadre est mis en exécution? Comment est-ce que nos autorités se saisissent de la question? Et donc, je pense que c'est aussi une opportunité pour enlever le voile sur ce que le citoyen lambda ou bien l'étudiant ou bien peut-être le notaire, l'huissier et l'avocat va vouloir comprendre. Et donc, c'est un cadre d'échange sur ces différentes innovations. Et donc, je pense qu'au-delà de ce que nous-mêmes nous espérons, avec des intervenants très très aguerris sur la question, je pense qu'on ira peut-être au-delà au bénéfice de nos participants. Naturellement, et je pense que quand on parlera des bénéfices des participants, il faut compter sur la jeunesse. Est-ce qu'il y a une place de prestige, d'honneur réservée à la jeunesse lors de cet événement? Parce que cette émission est naturellement consacrée aux jeunes et pour nous, ça s'impose que les jeunes puissent avoir une place d'honneur dans cet événement et également la société civile. Alors, je suis à vous, Eric. Alors, la société civile et les jeunes, en fait, sont au cœur même de cette révolution-là. Moi, je me permets de le dire que c'est une révolution. Si. Et dans le sens où, aujourd'hui, la question même, déjà, et je vais essayer de briefer un peu, et les intervenants aujourd'hui, en fait, sont en fait des intervenants plus ou moins jeunes, en fait jeunes. Voilà, déjà même c'est pour donner, c'est pour donner un coup de signal en fait à la mentalité qui se crée autour de la chose. Maintenant, la place des jeunes aujourd'hui, elle est vraiment importante. Parce que en fait la jeunesse en fait est le socle même du développement de tout pays. Donc ce qui en fait nous incite à les intégrer en fait à ce projet là. Donc la question de financement durable et tout. Donc une fois que le voile va se lever, il faut qu'en fait une population ou bien une jeunesse aguerrie pour maintenant soutenir en fait ces efforts là que le gouvernement, les autorités en fait sont en train de mettre en place. Parce que une chose est de mettre en place des dispositifs et une autre en fait est d'avoir connaissance en fait de ces dispositifs là. Donc apporter l'information en fait à la jeunesse ou à la société civile qui vont mieux en fait porter en fait ce message là pour que ça atteigne en fait plus les contrées et aussi ainsi en fait désacraliser en fait ou bien rendre accessible en fait l'information. Rendre accessible l'information. Hervé, quand on parle donc de la jeunesse, et naturellement la jeunesse a besoin des moyens. Si la jeunesse est au centre de cette initiative-là, on a besoin des partenaires qui peuvent donc nous soutenir, nous accompagner. Est-ce que vous en avez déjà? Et est-ce que au travers donc de cette émission, on peut quand même faire un clin d'œil à certains qui peuvent aussi prêter main forte à cette nouvelle édition qui s'annonce dans dans quelques semaines? Ah oui, dans quelques semaines, je dirais 3 semaines et quelques jours. Et parlant des personnes qui nous soutiennent, je pense que c'est l'occasion aussi de remercier nos plus hautes autorités qui, par déclinaison, le ministre de la Justice, qui a été très attentif à cette initiative. L'année dernière, le ministère de la Justice s'est fait représenter par le juge Akwache, qui est président du tribunal de commerce de Lomé. Et cette année aussi, le ministre de la Justice et de la législation aussi a été très attentif et qui appuie institutionnellement cet événement. Maintenant, en tout cas, c'est le premier soutien qu'on peut espérer avoir et nous nous réjouissons de ce fait. Et secondo, il y a aussi des entreprises qui, des petites et moyennes entreprises qui se disent c'est très intéressant parce qu'au-delà de l'initiative de soutenir, il y a aussi un acte que les entreprises posent. On parlait tout de suite de développement durable. Il y a ce que c'est que la RSE qui demande à ce que chaque entreprise fasse un effort. La responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Qui demande à ce que chaque entreprise, chaque acteur institutionnel ou non institutionnel participe de manière significative à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Et nous, ici, on s'inscrit dans une logique de pédagogie et de promotion du secteur
de l'environnement, de l'électricité et d'autres sujets qui seront abordés dans les prochaines éditions. Et donc ces entreprises-là, dont je citerai Frash Togo, qui est une entreprise dans la logistique, s'engage, et le directeur général s'est personnellement engagé en disant je vous soutiens. Super. Il y a aussi la synergie des entreprises spécialisées dans l'énergie renouvelable. Et il y a aussi comme je disais, des petites entreprises qui se disent faudrait qu'on mette aussi la main à la pâte. Et aussi c'est l'occasion de se dire, puisque c'est un énorme investissement, et si on veut vraiment que les jeunes participent massivement, faudrait qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui se disent nous voulons soutenir peut-être la participation de 20 jeunes, de 50 jeunes, 30 jeunes, etc. Et donc l'appel est lancé. Je profite de l'occasion pour lancer l'appel aux entreprises qui se disent peut-être on parle du droit mais ça ne nous intéresse pas. Mais non, ils font un faux calcul parce que c'est de la pédagogie. C'est du réseautage. Toutes les entreprises ont quelque chose à y gagner et donc nous lançons vraiment un appel à toutes les entreprises. Alors Hervé, je vais rester avec vous. Qui peut participer à cette nouvelle édition qui s'annonce, et est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a peut-être un contact, et peut-être qu'on va finir également avec ça, et puis je donne la parole à Eric. Alors, qui peut participer? C'est une très bonne question. Moi je dirais tout citoyen. Ok. Tout citoyen, parce que la question de l'environnement concerne nous tous. Et la question de l'énergie, de l'électricité concerne nous tous. Ce n'est pas que les juristes. Ce n'est pas que les juristes. Okay. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons l'effort que dans les communications, qu'on arrive à rendre accessible l'information à tous. Si aujourd'hui, par exemple, lors des panels, on parle tout de suite de joint venture, on parle tout de suite de DA, des expressions qui sont à la fois exactement. Et nous autres, on ne sera pas là. Exactement. Non, vous allez être là parce que ça ne sera pas comme cela. Non, c'est pour dire simplement que je suis persuadé que la communication sera à la portée de nous autres, et certainement on sera là. Exactement. Et donc nos intervenants, on a la chance d'avoir des intervenants qui peuvent à la fois parler dans un langage juridique, mais aussi en même temps dans un langage qui est je dirais désacralisé et accessible à tous. Exactement. Et donc tout le monde peut participer. Et les conditions pour y participer, c'est très simple. Il suffit de contacter le 92 47 10 10. 92 47 10 10. Pour contacter l'équipe et puis avoir plus d'informations. Exactement. Ou soit aller sur notre site internet, le www.lanuitdudroit.tg pour avoir toutes les informations, aussi revivre tout ce qui a été lors de la première édition. Exactement. Alors Eric, un mot à ajouter pour finir rapidement, puisque nous tendons à la fin de cette émission. Alors je vais aborder dans le même sens que Hervé, et en lançant toujours un appel en fait à toute société ou à toute personne en fait qui se sent concernée par les questions énergétiques et d'environnement. D'ailleurs même, je pense qu'on est tous concernés. Naturellement. Donc l'appel est ça va en plein mille en fait. Donc demander à ce que en fait toute personne arrive à mettre la patte pour que nous puissions en effet en fait réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur, et qui est la nuit du droit. Alors les informations ont été données. Oui, les numéros également. Donc je pense que les dés sont jetés, et le 23 novembre à l'hôtel Sarakawa. Je pense que ça va encore chauffer comme ça avait chauffé. À l'hôtel Sarakawa, naturellement, à l'hôtel Sarakawa. Ça parle pour beaucoup de personnes. En tout cas, Hervé, un grand plaisir pour nous d'être passé chez nous. À chaque fois que nous vous recevons sur New World, ça a été toujours un grand plaisir. On a toujours appris et on a toujours donné des conseils juridiques à nos téléspectateurs. Un grand plaisir également à Eric d'avoir donné son temps pour que nous puissions continuer à inspirer les jeunes. Et certainement le 23, on se retrouvera donc à Sarakawa pour ensemble se réjouir, parce que je parie que ce sera un moment exceptionnel de partage en fait. Avec la participation, le concours de tout le monde, ça sera vraiment un moment de partage, de réseautage.
Et c'est aussi l'occasion, permets-moi Coco, de remercier en tout cas cette merveilleuse chaîne qui ne cesse de porter les initiatives de jeunes et qui ne cesse d'apporter une lumière sur tout ce que la jeunesse fait. Et vous allez au fond chercher des talents et vraiment vous le mettez aux yeux du monde et c'est à féliciter. Je tiens en tout cas au nom du comité d'organisation de la Nuit du Droit à vous dire un sincère merci. Merci à vous, merci donc à ce comité d'organisation de la Nuit du Droit. On y sera certainement pour apprendre du droit et apprendre des questions environnementaux, que ce soit dans notre pays ou à l'international. C'est sûr que nous mettons donc fin à cette merveilleuse émission qui vous a été proposée. On se retrouve dans la deuxième partie pour continuer par apprendre. À tout à l'heure. Merci de nous recevoir encore chez vous dans la deuxième partie de cette émission consacrée à nos reines, invités du jour, Tossim et Solam Solange. Elle est lauréate de la 9e édition du programme Nyonofia, entendu naturellement chez nous en français par les jeunes filles leaders, c'est bien ça. Un grand plaisir, Solange, de te recevoir sur ce plateau, ça va? Ça va. Alors, elle n'est pas seule, elle est naturellement accompagnée donc de la deuxième dauphine de cette édition, Ahia Ama Jeannette, c'est bien ça également. Exactement. Jeannette, un grand plaisir de t'avoir également sur ce plateau, ça va? Ça va. Comment est-ce que vous avez tout fait pour être assez belle comme ça sur ce plateau? Alors, cette émission sera réalisée avec un gentil, heureux journaliste qui a le plaisir d'être accompagné de deux jeunes dames à ses côtés. Vous allez avoir le plaisir et l'insigne honneur de le découvrir tout à l'heure au travers donc des bétons de questions qu'il sera même de vous poser sur ce plateau. Comment tu vas encore une fois, Solange? Je vais bien. Je vais très bien d'ailleurs. Ouais, j'espère que c'est le même pour vous. Nous allons aussi bien sur ce plateau. Alors, nous parlons donc de ce programme Nyonofia qui fait la promotion des jeunes filles, et notamment des jeunes filles leaders. Qu'est-ce qui t'a déjà, en un premier temps, motivé à participer à un tel programme? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qui t'a déjà donné l'information et qu'est-ce qui t'a motivé? Après, je viendrai aussi près donc de Jeannette également. D'accord. Bon, tu vas commencer. Qui m'a donné l'information? Alors, les réseaux sociaux. Waouh. Voilà. Donc, je viens d'un visuel qui passait.
qui informait la population, surtout les jeunes filles, à candidater pour le programme. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc immédiatement, je suis allée sur Google, j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était intéressant. Voilà, je me suis lancée. Et ça donnait ce que ça donnait. Et oui, voilà. Alors, et tu t'es lancé et aujourd'hui, on te voit avec une couronne sur la tête, une brillante couronne, naturellement. Alors, Jacob, on comprend que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en réalité constituent un bon canal d'information, si on l'utilise à bien escient, c'est bien ça? Oui, les réseaux ont été toujours un bon moyen de communiquer. Et donc, la preuve, elle a en fait bon escient. Et aujourd'hui, elle est une reine de JFL. Si je peux le dire, non, fier. Alors, Jeannette Ahiagba, comment est-ce que l'information t'est parvenue? Merci. Je dirais, je suis dans une association nommée Invest for Girls qui milite aussi pour le leadership féminin. Donc, c'est lors d'un forum, on nous a présenté celle que Solange a succédé, si je peux le dire ainsi, la GFL précédente. Celle-là, elle s'est présentée et je suis intéressée. J'ai demandé à madame de m'informer pour le reste et c'est là j'ai postulé et voilà le résultat final. Et voilà le résultat. En tout cas, tout de suite, nous vous disons félicitations d'avoir pris sur vous d'oser. Vous avez osé, et non seulement vous avez osé aujourd'hui, vous êtes donc l'image de ce programme que nous saluons, que nous félicitons sur ce plateau, et nous saluons en passage donc deux personnes, Adama Skoudou et également la grande dame, notre maman à tous. Vous pouvez me permettre de la nommer donc sur ce plateau, cette dame là qui fait beaucoup de choses pour les jeunes, la dame Kai, qui est donc marraine de ce programme. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit, comment ça s'est passé? Et pour nous qui n'avions pas eu l'opportunité de participer à un tel programme, Solange, dites-nous sur ce plateau, comment est-ce que ça s'est vraiment passé? Comment ça s'est déroulé? Oui, d'accord. Disons que le programme a commencé en octobre 2023 et c'était la période des candidatures. Mis à part ça, il y a eu la sélection, ensuite une formation. Et bon, lorsqu'on parle de formation, on sous-entend en même temps qu'il y a des tests à la fin. Donc, il y a eu les tests, des périodes d'interview. Donc après ça, a suivi le sommet national du leadership féminin. Donc c'est à ce sommet-là que nous avons été couronnés Jeunes Femmes Leaders. Donc c'était en 31 mars 2024. Donc le sommet consistait juste à avoir un projet à impact social et à pouvoir avoir la capacité de défendre ce projet-là devant un jury. Et c'est en fonction de ce que tu donnes, des arguments donnés pour défendre ton projet, que le jury là maintenant décide qui prend cette place ou qui prend l'autre place. Super. Et quel est donc le projet de ton mandat aujourd'hui? Bon, depuis la création, depuis l'initiation de ce programme-là, il n'y avait pas eu vraiment des actions concrètes. Les anciens projets parlaient plus de la formation de la jeune fille, de peut-être former les jeunes filles sur l'informatique, la confiance de soi, l'estime de soi, etc. Mais cette année, moi j'ai pensé plutôt à faire un truc concret. Parce que depuis nous parlons de leadership féminin, mais peu de nombre ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et maintenant, on constate ici au Togo qu'il y a beaucoup de programmes comme ça, à savoir l'ambassadrice de l'environnement et ambassadrice comme Grand Lomé. Beaucoup d'initiatives ont précédé Novia. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un répertoire de ces acteurs-là qui font la promotion de la jeune fille ici au Togo. Voilà. Donc mon projet actuel consiste à créer un répertoire des acteurs de promotion du genre et de leadership des femmes au Togo. Jacob. Oui, parlons de ce programme. Toute première question. Qu'est-ce que ce programme nous a apporté en tant que jeune leader? En même temps qu'on parle de programme, on parle d'association, on parle de réseautage. Donc la première chose, c'est
un set très large de réseautage parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes que je n'aurais peut-être pas rencontrées en cours de chemin. Et ça m'a permis également de participer à d'autres programmes également et de m'insérer dans des activités communautaires de notre pays. Super. Alors, Jeannette, la même question également à toi. Aujourd'hui, dans cette édition, tu es la deuxième dauphine de ce programme. Qu'est-ce que le programme t'a réellement apporté? Merci. Moi, spécialement, ce programme m'a vraiment boosté, si je peux le dire ici, parce que nous avons des opportunités, mais nous n'osons pas aller vers ces opportunités. Nous ne voulons vraiment pas arracher le pouvoir, comme on le dit. Donc, ce programme m'a vraiment permis de me démarquer partout où je vais, positivement, d'impacter et de donner un exemple à la jeune fille ou à la génération actuelle qu'elle a le potentiel et qu'elle a beaucoup de valeur à donner. Super. Jacob, je reviens toujours à toi. En fait, je ne sais pas si à Jeannette la question, quels sont vos propres objectifs professionnels sur le long terme? Peut-être après cette phase-là, après que vous ne seriez plus deuxième dauphine parce que dans quelques mois, ça va finir naturellement. Et après ça, est-ce que tu as des objectifs à long terme, sur le long terme? Oui, on peut le dire, puisque actuellement, on est en train de travailler en équipe pendant le mandat. Elle est la coordinatrice. On travaille avec 11 jeunes filles. Wow. Ouais. Donc, après le mandat, nous sommes déjà lancés et on compte continuer, même n'étant pas toujours dans notre mandat et soutenir celles qui arrivent à réaliser ce projet et d'autres projets ensemble. Solange, également cette question pour toi. Après donc ton mandat, que comptes-tu faire déjà aujourd'hui? Que fais-tu à part ton engagement dans ce programme et que comptes-tu faire plus tard? Actuellement, je suis assistante de direction. Mais mis à part ça, je suis également étudiante de master, master 1 de qualité et sécurité. Et à part le programme non-FIA, je dirais, je me suis lancée en même temps dans le master QHSE. C'est en même temps pour assurer la sécurité des employés dans les entreprises. Mais en même temps, étant une fois bien étant jeune femme et en plus leader, je pense plutôt orienter cette formation-là. Pourquoi pas faire la qualité et la sécurité des femmes en entreprise. Donc, en même temps, je prévois, mis à part le programme, être ingénieur en qualité et sécurité, mais plus spécifiquement ingénieur et qualité et ingénieur de qualité et sécurité des femmes au service. Parce qu'on constate que maintenant, les femmes ont beaucoup de défis. Et mis à part ça, les sécurités qui sont dans les entreprises, dans certaines entreprises. Et je me dis en même temps, pourquoi ne pas assurer peut-être leur arrière. Super. Alors, Jeannette, durant ce programme, déjà ça a duré combien de temps? Depuis le début jusqu'à la fin où vous avez été nominé comme deuxième dauphine de cette édition, ça a pris combien de temps? Je dirais ça a pris banalement un an, on peut le dire, ou bien 12 mois. Pratiquement 12 mois. Oui, puisque on l'a... Donc ce n'est pas quelque chose d'une semaine, de 2 semaines. Non, c'était des étapes. surtout les étapes de formation, d'interview, des tests. Sur le terrain, on a organisé des activités. C'est par tout ça, ils nous ont noté parce que ça a commencé depuis. On a vu votre engagement. Voilà. Comment tu t'engages, comment tu te démarques dans le public, comment tu parles avec tes semblables et tout. Donc du coup, ce n'est pas le 31 là qu'on nous a élu, on peut le dire, parce que c'était toute une chaîne qu'on a suivie. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui t'a, toi personnellement, marqué, que ce soit durant cette période ou même le jour de l'événement? Qu'est-ce que tu retiens le plus si on devait retourner en arrière et te refaire vivre l'événement? Qu'est-ce qui t'a peut-être marqué le plus tout au long de ce programme? Je dirais le dévouement, puisque nos aînés ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et moi personnellement, je n'avais pas ce courage en réalité. Donc du coup, pendant la chaîne qu'on a suivie, j'ai eu à
révélé quelque chose en moi que je ne connaissais pas. Je me disais, j'avais tout ce potentiel en moi que je ne développais pas. Donc pourquoi pas développer tout ce que j'ai en moi, donner le meilleur de moi-même et attendre un bon résultat à la fin. Donc je dirais le dévouement de nos aînés et leur engagement. C'est ce qui m'a vraiment surpassé. Voilà. Alors Solange, est-ce qu'il y avait un jury où il y avait une équipe de coaching, de mentorat qui vous suivait et qui à la fin a délibéré? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait une équipe, il y avait un jury? Dites-nous davantage sur le plateau. Oui, exactement. Il y avait un jury et composé de 3 personnes, si je me rappelle très bien, 2 femmes et un homme. Et du coup, bon, il y avait, oui, je pense que c'est ça. Après ça, il y a un comité directeur du programme MNOFIA. Donc, mis à part ces jurys-là, il y a le comité. Donc, les jurys sont là pour noter tout ce que nous faisons. Et ensemble, avec le comité, maintenant, ils décident. Parce que les jurys ne sont pas là depuis la formation jusqu'à le sommet. Donc, avec ce qu'eux, ils ont noté le jour-là, ils se... Comment dire... Prêtez-moi le mot. Vous pouvez parler du jour même, de l'événement. C'est ça. Ils se sont peut-être concertés. Voilà, ils se sont concertés avec le comité directeur, parce que c'est le comité directeur qui était là depuis le début. Donc ensemble maintenant, ils décident. Jacob, peut-être à la dernière. J'aimerais savoir au cours du programme, quelles ont été vos plus pires ou bien difficultés? Les plus grandes difficultés, les défis. Je peux même aller jusqu'à le jour même du programme. Oui, on va y aller rapidement. Mais allons-y. D'accord. Et tout d'abord, quand j'étais venue pour la candidature de l'UNFIA, il y avait beaucoup de jeunes femmes, à peu près 50. Et il y avait d'autres personnes qui étaient déjà dans le domaine du journalisme, avaient tellement la capacité, une aisance à pouvoir prendre la parole et toi communiquer. Voilà, d'impressionner d'ailleurs. Et voilà, moi qui me lève, je dois me présenter, je donne simplement mon nom, sans dire tout ce que tu fais, tout ce dont tu es capable. Les autres passent, bon, chacun essaie de pouvoir. Et tu te dis, hey, mon beau volo. Non, déjà, je suis déjà mal partie et j'étais déjà stressée dans mon coin. Je réfléchissais, mais bon, je ne savais pas si je sais pas. On m'a dit juste de présente-toi, j'ai juste donné mon nom. Mais les autres sont là, je suis tant, j'ai fait tant. Ah, comment ça s'est passé? Est-ce que ma note là? Et mais bon, c'est pas grave, j'ai pris mon courage à 2 mains. C'est vrai que là-bas, je ne me suis pas bien sortie, mais heureusement que ça n'a pas joué sur le résultat. Super. Alors, Jeannette, quel serait donc ton dernier mot, un mot à l'endroit des jeunes, notamment les jeunes filles qui nous suivent dans cette émission et qui sont également sur les réseaux sociaux et qui font quand même pas mal d'activités en bien comme en mal? Quel sera ton mot en tant que jeune fille leader ayant participé à une telle initiative et qui aujourd'hui est assez aguerrie pour vraiment inciter d'autres jeunes à suivre vos pas? Quel serait ton dernier mot? Merci. Je dirais à la jeune fille d'oser, d'aller aux opportunités, de ne pas attendre dans son coin viennent. Ou de douter. Voilà, elle a du potentiel à donner, elle a de la valeur à partager, donc d'oser, d'aller arracher le pouvoir comme on le dit. C'est ce que je peux dire. Oser aller arracher le pouvoir comme on le dit, Solange? Quel serait donc ton mot de fin? Un mot, que ce soit pour les jeunes filles qui nous suivent et également pour les autorités, les responsables de cette initiative. Et si tu as peut-être un appel à faire à l'endroit de nos dirigeants, dans l'intérêt de la jeune fille, tu as la parole, tu es la reine du jour, donc on te laisse le dernier mot. D'accord, merci Coco. Oui, vraiment, pour les jeunes filles, comme l'a dit la GFL Jeannette, saisir les opportunités. Mais je ne vais pas m'arrêter juste sur les opportunités, mais de temps en temps, il faut se donner le goût de se faire challenger un peu, parce que ne pas rester souvent dans sa zone de confort et croire qu'on est meilleur. C'est lorsqu'on confronte d'autres personnes qu'on se rend compte que je n'ai rien. Donc on apprend également des autres. Donc tout simplement, lorsqu'on sort de sa zone de confort, voilà, l'inconfort devient notre confort après. Waouh, l'inconfort, Jacob, c'est une très belle phrase. Hein? L'inconfort devient en réalité notre confort à la fin. Voilà. Merci Jacob pour le plaisir de nous avoir accompagnés tout au long donc, de ce temps. Ouais, merci. Les questions qui ont été c'est comme si j'en ai très rapidement. Oui, je suis
la responsable de l'entreprise Harmonia Délices, spécialisée dans la production des salades de fruits, des amuse-gueules et des whisky crème. J'avais un peu sauté cette partie. C'est très important pour toi. Voilà. Alors, c'est le business en direct à l'antenne. Et à la fin, tu vas aller voir la régie pour payer les frais. Donc, c'est juste dans cette émission. Alors, c'est avec cette belle humeur que nous mettons donc en fond à cette émission qui vous a été consacrée. Elles étaient donc deux que nous avions reçues sur ce plateau. Nous vous encourageons également en tant que jeunes filles à prendre des initiatives, à oser, à sortir donc de nos conforts, à prendre le risque d'essayer. Toutes les portes sont accessibles. Il suffit juste d'oser les frapper pour devenir comme également elles sur ce plateau. En tout cas, merci à vous, merci à Solange, merci Jeannette, merci donc également à Jacob d'avoir été avec nous. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour continuer par inspirer la jeunesse d'ici. Là, portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.